Elle a longtemps eu l'image d'une maladie imaginaire et pourtant ses symptômes sont bel et bien réels. On vous parle aujourd'hui de la fibromyalgie, un syndrome douloureux chronique diffus qui concernerait près de 2% de la population et en très grande majorité des femmes. Vous éclairez, nous sommes avec le professeur Françoise Laroche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin rhumatologue et responsable du centre de la douleur à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, APHP. On a reçu plein de questions à propos de la fibromyalgie. Vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. On a reçu beaucoup de questions sur le fait de reconnaître cette maladie, puisqu'on a cette question, pourquoi beaucoup de soignants pensent encore qu'il s'agit d'un problème psychologique avant tout? Pourquoi la fibromyalgie n'est pas prise au sérieux et reconnue? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de scepticisme sur la fibromyalgie de la part des soignants? Bref, on comprend qu'on a besoin de reconnaissance, mais d'abord, il faut peut-être savoir ce que c'est que la fibromyalgie en quelques mots. Alors la fibromyalgie, vous l'avez dit en introduction, c'est des douleurs chroniques diffuses. Chronique, ça veut dire plus de 3 mois. Et en fait, pourquoi elle est difficilement reconnaissable et reconnue et méconnue et pourquoi il y a du fibroscepticisme? C'est en fait parce que ça fait partie des maladies qui ont été classées par l'OMS et par ce qu'on appelle la CIM 11, la classification des maladies, qu'en 2019, avec un terme dédié qui s'appelle nociplastique. C'est-à-dire que les douleurs sans lésion, mais avec des défauts de modulation de la douleur, à la fois au niveau central dans le cerveau, mais aussi en périphérie, s'appellent des douleurs noci pour dire douleur, plastique pour dire plasticité cérébrale. Et il faut savoir que la médecine de la douleur est très peu faite en formation des médecins. Étant professeur de médecine à l'université de Sorbonne, je peux vous le dire que c'est pas évident. On a un très petit volume d'heures de cours. Donc du coup, ça passe souvent un peu à la trappe. Et puis les médecins les plus anciens ont été très peu formés à ça. Alors moi, je reçois beaucoup de messages de téléspectatrices qui en souffrent et qui ne se sentent pas écoutées. Mais est-ce que ça touche que les femmes? Alors, majoritairement les femmes, c'est vrai, mais ça touche aussi les hommes. Oui. Est-ce qu'on a une explication? Pourquoi est-ce que plus les femmes que les hommes? Et pourquoi certains vont faire de la fibromyalgie? Est-ce qu'on a des facteurs Oui, alors il y a beaucoup de questions en une là. En effet, alors en fait, on sait que les femmes sont plus sensibles à la douleur que les hommes, déjà. Donc ça veut dire qu'elles ont des douleurs qui sont réelles? Bien sûr, les douleurs sont toujours réelles. D'accord. Et ce qui n'est pas forcément réel, c'est la lésion. C'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs sans lésion. Et ça, c'est très difficile dans l'esprit cartésien occidental de comprendre qu'on peut avoir des douleurs sans lésion. Donc du coup, les bilans sont négatifs. Les patientes font énormément de bilans, alors que dans les recommandations, il ne faut pas faire des gros bilans. Mais comme les médecins ne trouvent pas de lésion, ils disent que ça n'existe pas. Alors qu'en fait, on sait maintenant que des douleurs sans lésion sur les examens, on va dire, de routine, ça existe. Mais du coup, on a de la douleur, mais est-ce qu'on a d'autres symptômes? Parce que Maryse nous dit que la douleur est le symptôme principal de la fibromyalgie, mais on a le droit d'avoir plein de maladies qui donnent des douleurs, pour autant on n'a pas la fibromyalgie. Oui, alors déjà, la fibromyalgie ne donne pas que des douleurs, elle donne aussi de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, attention, concentration, mémoire. Elle donne pas que des douleurs de l'appareil locomoteur, mais des douleurs digestives, des douleurs des yeux, des oreilles. Tous les organes peuvent générer des douleurs. Et puis après, il peut y avoir d'autres maladies qui ne sont pas la fibromyalgie, mais qui, à force d'être douloureuses, par exemple une polyarthrite rhumatoïde ou une arthrose, à force d'être douloureuse, va favoriser le dérèglement des systèmes de contrôle de la douleur et faire apparaître des fibromyalgies secondairement. Donc on peut avoir plusieurs douleurs en une. On a cette question d'Anne. La fibromyalgie me rend sensible au bruit, à la lumière. Je suis très fatigué. Comment on explique ce cortège de symptômes qui n'ont strictement, en fait, on a l'impression rien à voir avec les autres, mais qui concourent à la fibromyalgie? En fait, oui, ils ont tous à voir les uns avec les autres, mais les patients sont vus par morceaux. Alors du coup, il y a l'ORL qui dit ça, le gastro qui dit ça, le rhumato qui dit ça, alors qu'en fait, c'est un ensemble dysfonctionnel, chronique, qui a aussi ces symptômes-là, c'est-à-dire cette hypersensibilité un peu sensorielle au bruit, au son, enfin, à la vision, aux odeurs, etc. Quand on a tous ces symptômes-là, qui on va voir? On en parle à son généraliste. Alors, il faut savoir... peut-être pas être formé, je dirais, à cette pathologie, je ne sais pas. Alors, 1,6% de la population souffre de fibromyalgie. Donc c'est énorme. Ça veut dire que c'est forcément le médecin généraliste qui doit être acculturé et qui doit pouvoir prendre en charge ses patients. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ne viennent dans les structures de troisième recours. Les centres de la douleur ne sont que du troisième recours. La Haute Autorité de Santé a fait en 2023 une recommandation sur le parcours des patients douloureux chroniques. Les centres de la douleur, les centres experts ne sont pas les centres pour recevoir tous les patients.
Je le dis tout de suite ici pour pas qu'il y ait un afflux d'appels téléphoniques cet Oui, après-midi faites bien, dans oui. notre service, parce que c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Et donc c'est le médecin généraliste. Et ensuite, seulement les formes sévères, rebelles, peuvent être prises en charge dans les structures de douleurs chroniques. On a cette question très pratique, vous en avez un tout petit peu parlé, mais on va essayer de répondre de façon très claire. Quels sont les examens qui permettent de diagnostiquer une fibromyalgie? Jusqu'où il faut aller? Parce que ça complète cette deuxième question. Quelqu'un qui a mal depuis 6 ans, on évoque la fibromyalgie et on propose une biopsie des muscles. Et la question est la suivante, est-ce une démarche nécessaire? Alors, déjà, la démarche, elle est essentiellement clinique, c'est-à-dire interrogatoire avec tous les symptômes, examen clinique. L'examen clinique est douloureux, mais il n'y a pas de lésion objective. Donc ça fait partie du diagnostic. Et c'est pour ça que toutes les recommandations sont en faveur d'examens complémentaires limités. Et la biopsie musculaire ne fait pas partie des examens de première intention. Maintenant, si on veut éliminer une maladie inflammatoire musculaire, par exemple une myosite, là, on va faire une biopsie. Mais on ne la fera pas du tout d'emblée. Myosite, c'est une maladie auto-immune qui Oui, s'attaque au exactement. muscle en quelque Voilà. sorte, qui Ce donne que de n'est pas la l'inflammation, fibromyalgie. qui est différente de la fibromyalgie, dont le diagnostic se fait avec une biopsie musculaire. Voilà. C'est toute Mais la avant la difficulté. biopsie musculaire, on fait des enzymes musculaires, on fait un électromyogramme, on fait d'autres choses avant de faire une biopsie musculaire de toute façon. Et en moyenne, c'est vers quel âge qu'apparaît la fibromyalgie? 45-55 à peu près. Avec un déclencheur, souvent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur n'a pas d'âge. Donc, les enfants, les petits peuvent avoir des douleurs, les sujets âgés, des douleurs. Il ne faut pas se dire, si j'ai des douleurs à 50 ans, à 70, ça va être pire. C'est pas vrai. Donc, on peut tout à fait améliorer des douleurs, quel que soit l'âge. Alors après, il y a des facteurs de terrain. Le terrain, je vous recommande, Nature a fait un numéro thématique cette semaine sur les douleurs chroniques. Donc une revue quand même internationale de très haut niveau où il y a beaucoup d'informations qu'on peut glaner, bon, si on est un peu anglophone. Sinon, la Haute Autorité de Santé est en train de commencer une nouvelle recommandation. Elle avait fait déjà une orientation en 2010, là, elle va faire une recommandation diagnostique et thérapeutique. Donc il y aura des choses écrites en français, Est-ce qu'il y faciles a à un lire. facteur déclenchant, par Alors, exemple? Est-ce qu'on il y a- imagine un stress intense, une rupture, un problème au travail qui, tout d'un coup, ou une infection virale, peut-être, on parle beaucoup de liens entre, par exemple, le Covid et d'autres symptômes Ouais, étranges. Je ouais. ne dis pas que le Covid donne de la fibromyalgie, mais est-ce qu'on peut imaginer quelque chose Oui. de l'extérieur qui déclenche sur un terrain propice? Oui, alors c'est ça qu'il faut voir. C'est le terrain, il est déjà propice. La sensibilisation à la douleur, elle existe déjà avec des antécédents. Par exemple, il y a un article très récent de Payne qui est sorti en disant que le harcèlement à l'école pouvait favoriser des lombalgies chroniques plus tard. Donc en fait, il y a des facteurs de terrain historiques, personnels, familiaux. Ensuite, il y a des facteurs précipitants pour certains. Le Covid peut être un facteur précipitant. Certaines autres infections, comme par exemple la borréliose, la maladie de Lyme, les hépatites virales, un stress psychologique, un stress physique, une intervention chirurgicale, un accident. C'est-à-dire que Ça peut être précipité. Ouais, précipitant, c'est-à-dire Il y a un terrain. qui précède la fibromyalgie. On a ce facteur déclenchant en quelque Pas sorte. toujours. Il y a des patients qui n'ont pas toujours. Oui, Mais ils ont le terrain. Il y a les terrains, les facteurs déclenchants et les facteurs d'entretien. Une fois qu'on a cette fibromyalgie, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'évolution naturelle du syndrome? Ça finit par guérir aussi? On se dit, bon, bah, ça va passer, est-ce que ça s'arrête? Alors, il faut savoir qu'une maladie chronique, une douleur chronique, ça ne guérit pas au sens « je n'aurai plus jamais de symptômes ». En revanche, on peut aller beaucoup mieux, très bien, à partir du moment où on sait ce qu'on a compris ce qu'il faut faire et qu'on est aussi acteur de son traitement. Mais bien sûr en partenariat avec les professionnels de santé. Donc en fait, c'est une acculturation, je dirais, de toute la société, que les patients sachent se renseigner, mais aussi les kinés, les psychologues, les médecins, les Une infirmiers. meilleure formation de la part des professionnels de santé, et puis de l'information pour le grand public. Et concrètement, on traite comment? D'emblée, on va éviter de parler des médicaments tout de suite. On va d'abord peut-être parler de tout ce qu'on peut faire à côté des médicaments, parce que je crois que c'est le message clé. Oui, c'est ça, c'est pas à côté, c'est principal. Les approches non médicamenteuses sont principales. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'un patient qui a une fibromyalgie, qui a mal, lui, il veut être soulagé, il veut avoir moins de douleur, il veut mieux dormir, il veut être moins stressé. Oui. Comment on fait pour l'accompagner? Alors, la première chose, c'est de lui donner son diagnostic. Ce qui n'est pas fait actuellement, pas toujours. Parce que comme il y a du scepticisme, beaucoup de médecins ont du mal à donner le diagnostic, et par eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils ont peur de le donner et de la réaction des Parce que patients. ça met dans une case. On met tout de suite, on dit fibromyalgie, le patient se dit, ça y est, je suis foutu, c'est psychosomatique, la société le voit mal, donc c'est compliqué. Mais imaginons Oui. qu'on a enfin compris, qu'on a un bon diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, après avoir un diagnostic, il faut savoir ce que ça veut dire. Le mot ne suffit pas, fibromyalgie. Il faut savoir à quoi ça correspond. Donc les symptômes, les possibilités, l'évolution poussée, et ensuite
commencé à mettre en place des approches. Alors les approches, elles sont, comme on dit, biopsychosociales, pluridisciplinaires, puisque vous avez vu qu'il y a des facteurs déclenchants, des facteurs de terrain, et ces facteurs, il faut aussi travailler dessus, parce que s'ils se pérennisent ces facteurs, la fibromyalgie n'ira pas mieux. Donc il faut travailler sur l'ensemble des éléments chez le patient qu'on a observés, et bien sûr, les approches les plus recommandées, qui sont internationalement, on va dire, consensuelles, c'est bouger. Bouger, de l'activité physique. Voilà. Et alors on dit donc. activité physique adaptée plutôt. Alors, Même quand on a mal, parce que bouger quand on a mal, voilà. Donc il y a des façons de faire. Il y a des règles de reprise d'activité physique pour que ce soit justement adapté, comme l'APA. Et c'est pas aller dans une salle et se mettre à courir fond. sur un tapis, Voilà, pousser de la fonte pour dire on m'a dit de bouger. Oui, parce que là en plus ça va donner des poussées. Donc de l'activité physique en 1. Adapté. On imagine peut-être un soutien psychologique. Alors, ça dépend des personnes. Obligatoire. Non, il y a des patients, à partir du moment où ils ont compris, qu'on leur explique et qu'ils ont des outils numériques que je pourrais vous donner éventuellement, eh bien, il y en a plein qui sont capables d'auto-gérer leur douleur, de prévenir des poussées, de savoir gérer les poussées et puis de vivre très bien. Professeur, c'est passionnant, on a reçu énormément de questions et on va essayer d'y répondre de façon un peu succincte pour pouvoir répondre à un maximum de questions parce qu'on est vraiment submergé. Est-ce que les antidouleurs sont les seuls remèdes à la douleur? Je me gave de médicaments depuis des années. On l'a dit, les médicaments? Non. Et d'ailleurs, les antalgiques classiques sont très peu efficaces. Donc le Doliprane, le paracétamol. C'est plutôt les psychotropes, parce qu'en fait, ils vont agir justement sur ces systèmes de modulation. Donc certains antidépresseurs et certains antiépileptiques ont un intérêt. On a cette question. On m'a donné un traitement antiépileptique pour la fibromyalgie. Est-ce un traitement adapté? Oui, c'est un traitement adapté qui a eu l'autorisation de mise sur le marché dans nombreux pays, mais pas chez nous. Même si on l'utilise quand même. Où en est la recherche? Les malades ont besoin d'être reconnus et aidés. Est-ce qu'on a des choses est-ce qu'il y a des pistes de recherche, d'espoir? Alors, il y a beaucoup de pistes de recherche sur quelles modalités thérapeutiques, quelles associations, mais en gros, ça je vous l'ai dit. Alors, le soutien psychologique, on n'a pas été dans le détail, mais il y a des approches éducatives de type cognitive et comportementale qui ont vraiment un bon niveau de preuve, qui fonctionnent bien. Il y a même, les Canadiens ont mis en ligne des modules d'auto-formation, d'auto-éducation pour les patients. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme élément? Il y a la question de l'ALD, l'affection de longue durée. Oui. Rien ne bouge, aucune reconnaissance. Est-ce que, Alors, il y a un problème de terminologie. Reconnaissance médicale, oui. C'est une maladie, c'est reconnu par la Sécurité sociale, par l'Académie de médecine, etc. Maintenant, maladie en ALD, c'est autre chose. C'est les maladies qu'on met à 100%, c'est en général les maladies graves, évolutives, à potentiel mortel ou qui nécessitent des traitements chers et complexes. Donc la fibromyalgie n'est pas dans cette case-là. Alors je sais que ça peut être une mauvaise nouvelle pour certains, mais c'en est une bonne aussi, parce que ça veut dire qu'on peut aller mieux. Et d'ailleurs, vous avez des patients qui vont mieux, parce que Bien l'idée, sûr. vous avez des patients que vous accompagnez qui vont très mieux. bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire qu'ensuite, ils reprennent le travail, parce qu'il y a souvent aussi Il y en des a arrêts qui n'ont même maladie. pas arrêté. Ok. Oui. Non, il faut donner de l'espoir. Vraiment, il y a bien sûr des patients qui vont très bien avec des fibromyalgies. 30% seulement peuvent être sévères. Et souvent, quand ils sont sévères, c'est qu'on n'a pas pris en compte, on va dire, l'enchaînement des événements qui se sont passés pour en arriver là. Et puis surtout qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas donné les outils, les aides pour les patients. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Moi, je trouve que c'était parfaitement clair. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, professeur. Alors, on va essayer de résumer un tout petit peu les choses à propos de la fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, c'est un vrai syndrome qui est reconnu. Authentique, il n'y a pas à discuter. Responsable de douleurs qui vont être diffuses et chroniques et qui vont s'associer à des troubles de la sensibilité, des douleurs notamment à la pression, de la fatigue, mais aussi plein d'autres symptômes, vous l'aurez compris, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire et même des troubles anxieux. L'enjeu dans la fibromyalgie, c'est de poser un diagnostic. Et le diagnostic, il est clinique. Il est posé grâce à un interrogatoire. Et les examens complémentaires doivent être limités au strict minimum pour éliminer les autres pathologies et être sûr de ne pas passer à côté d'autre chose. La prise en charge, elle repose essentiellement sur de l'activité physique qu'on dit adaptée. Faites-vous accompagner par des professionnels qui sont formés. Et puis, on peut avoir besoin d'un soutien psychologique avec notamment des thérapies cognitivo-comportementales. Et enfin, prudence avec les médicaments. On sait que c'est la solution de facilité, parfois même pour nous les médecins. On doit mieux prescrire, moins prescrire et vous accompagner de façon un peu différente, car oui, on peut aller mieux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Passez une excellente journée. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain. Salut!